Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série mensuelle dédiée à la nutrition sportive dans laquelle on essaye de vous donner un maximum de conseils pour être une meilleure version de vous-même tout simplement et aussi avoir une meilleure pratique sportive pour progresser, pour performer un peu plus et surtout plus intelligemment et plus sainement. On est avec notre partenaire NutriPure et avec ma nutritionniste préférée, Marie. Salut Marie, comment ça va? Salut, ça va très bien, merci. Et toi? Ouais, je suis en pleine forme, je suis trop content d'être là aujourd'hui. En plus, on va parler d'un sujet qui me touche particulièrement et personnellement, qui touche aussi les auditeurs et les auditrices d'Extraterrien. On a déjà fait des épisodes sur les troubles digestifs, sur le microbiote, sur effectivement l'impact que pouvait avoir le sport sur notre santé intestinale et ce qui se passe quand on digère. Et là, on a eu beaucoup de questions et du coup, j'avais envie qu'on dévoile un peu 10 secrets et qu'on rentre un petit peu plus dans le dur encore. Mais avant ça, est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, donc je m'appelle Marie Chavanne, je suis nutritionniste experte en nutrition sportive et responsable de la nutrition chez NutriPure. Donc j'accompagne en fait différents sportifs à atteindre leurs objectifs et activer leur plein potentiel sans sacrifier leur santé, qu'elle soit physique ou mentale, et les conseiller au mieux dans ce cadre-là. Bon bah écoute, super, je sais que tu accompagnes de nombreux et nombreuses athlètes dans le cadre de vos programmes. Tu vois beaucoup d'athlètes de haut niveau, tu vois aussi des athlètes amateurs, tu vois. Et quand on a fait, nous, les premiers épisodes sur justement la santé intestinale, sur le microbiote, sur la sensibilité digestive, il y a une des premières questions qui est revenue assez souvent, c'est est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est héréditaire, et est-ce que voilà, on peut y faire quelque chose des fois. Alors, je pense qu'on va le voir dans cet épisode. Effectivement, les troubles digestifs, ça reste multifactoriel. Il peut y avoir une part génétique dans le sens où le microbiote intestinal est acquis au moment de la naissance, dépendamment du type d'accouchement. Donc ça conditionne le microbiote, qui est l'ensemble des micro-organismes vivants que l'on retrouve au niveau intestinal et côlon majoritairement. Et le microbiote va avoir un rôle dans l'absorption, dans la digestion. Donc oui, il y a une part de génétique qui va influencer le risque de troubles digestifs chez un sportif notamment. Ok. Tu as dit que ça dépendait du type de naissance, par voie naturelle ou justement par césarienne, ça peut influencer notre microbiote. Complètement. Soit on bénéficie en fait par voie naturelle du microbiote de la maman, soit si c'est par césarienne, on va avoir plutôt l'environnement en fait qui va ensemencer les micro-organismes sur le nouveau-né, en sachant que le microbiote il évolue sur les premières années de vie, se stabilise vers 2-3 ans, et ensuite il va continuellement évoluer, même si la base reste plus ou moins la même en fonction du stress, de la pollution, de l'alimentation, de la prise d'antibiotiques. Tout ça, ça va faire évoluer un petit peu les composants au niveau du microbiote intestinal. Mais globalement, voilà, c'est la maman qui transmet idéalement par voie naturelle. L'allaitement aussi, j'en ai pas parlé, mais ça va faire évoluer de manière favorable et positive le microbiote du nouveau-né. Ok. Je sais qu'on a beaucoup de jeunes parents sur Extraterrien. Est-ce que peut-être tu as un ou deux petits tips où il y a des bonnes pratiques justement pour transmettre un bon microbiote à son enfant? Tu as dit l'allaitement. Oui, idéalement, quand ça se passe par voie basse, mais on n'a pas forcément enfin, on décide pas de tout, malheureusement, mais l'allaitement, oui, là encore, on peut rencontrer des difficultés. Il y a plein de mamans qui souhaitent le faire, mais qui des fois rencontrent, qui ont pas la possibilité de le faire. Donc, oui, dans un monde idéal, par voie basse et avec allaitement, c'est ce qui sera le mieux en termes de transmission de micro-organismes pour l'immunité, la santé de l'enfant. C'est le meilleur des cas, mais on n'a pas toujours la possibilité de le faire. S'il y a une part de génétique justement dans le microbiote et dans la sensibilité digestive, est-ce qu'on peut demander un test à son médecin pour voir un petit peu, faire un petit peu un état des lieux et un check-up de sa propre santé intestinale? Complètement. S'il y a effectivement le côté chronique des troubles digestifs, donc c'est vraiment récurrent et que ça arrive fréquemment, on peut parfois suspecter ce qu'on appelle des MICI, donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et ça va se faire au travers d'un bilan sanguin, des analyses de sel aussi, pour identifier si il y a peut-être un composant, une bactérie, un pathogène qui viendrait altérer en fait la qualité du microbiote intestinal. Ok. Donc on peut demander un test à son En médecin pour... discuter, oui, avec son médecin. Parfois, il y a même le gastro-entérologue qui va être mis dans la boucle. Il y a vraiment des choses beaucoup plus poussées qui peuvent être faites à ce sujet, oui. Ouais, on entend plein de tendances avec des cliniques ultra poussées à Paris. C'est en train un petit peu d'émerger, je le vois partout, et puis aux États-Unis aussi. Quid aussi peut-être de la respiration?
Ça peut être une mauvaise respiration pendant l'effort. J'ai entendu aussi que ça pouvait, hem, causer des reflux ou des nausées. On entend assez peu, tu vois, dans le monde de la course à pied, de l'endurance, mais apparemment, c'est un facteur qui est assez important et impactant. Mais la respiration, elle va être finalement corrélée à l'intensité de l'activité et effectivement, on le sait, au plus l'intensité de l'effort est importante, au plus le système digestif est mis au repos et mis sur pause. Donc ça peut effectivement augmenter ce risque de troubles. Donc je le relierai plus à l'intensité qu'à le après effectivement, on peut parler des problématiques respiratoires chez certains où on peut développer, des points de côté et cetera. Ça, c'est un signe que parfois la respiration est peut-être pas forcément, bien maîtrisée chez le sportif et peut être une des causes, aussi. OK. Bon, écoute, ça tombe bien que tu parles de l'intensité de l'effort. Hem, Est-ce que on sait à partir de combien de BPM, justement, le système digestif va se mettre en pause et va commencer un petit peu à subir, l'effort qu'on est en train de lui infliger? Alors BPM, c'est compliqué à déterminer puisqu'on a chacun en fait notre fréquence cardiaque maximale qu'on peut établir et vraiment identifier au travers d'un test à l'effort. Donc chez certains, athlètes et je l'ai vu encore dernièrement, on atteint des fois 170 max de BPM versus Mmh. d'autres qui sont capables d'aller à 200. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde si on parle de fréquence cardiaque. Par contre, de le ramener à l'intensité de l'effort sur des efforts modérés, 50 à 70% de la FC max. Là, on a quand même une digestion qui est ralentie, certes, mais un risque qui est moindre. OK. Et au-delà de 70-80% de la fréquence cardiaque maximale, là, on commence à tendre vers un risque de trouble digestif qui est beaucoup plus présent, puisque, comme je le disais, l'énergie, elle est focus sur la partie musculaire qui ont un besoin accru. Et donc, toute la partie intestinale, elle est moins irriguée. On parle en fait d'ischémie d'effort, c'est quand il y a une privation en fait au niveau des intestins. OK, et est-ce qu'on peut le rattacher peut-être à une certaine forme de durée justement, une durée de l'effort? Le sur extraterrien, on beaucoup d'auditrices et d'auditeurs essayent d'aller vers des distances, de plus en plus longues, que ça soit, sur du triathlon avec, la distance Ironman, que ça soit sur du trail avec, des ultras et quand même ça se dit beaucoup, au sein des avec les ultra trailers, une course c'est la moitié dans les jambes et l'autre moitié ça peut être, dans la tête et dans l'estomac. Est-ce qu'il y a une certaine durée d'effort à partir de laquelle on remarque que statistiquement, il y a de plus en plus d'athlètes qui vont être sensibles? Ou est-ce que, scientifiquement, on a une durée, sur laquelle on peut se référer? Il n'y a pas forcément de durée qui est déterminée à l'heure actuelle puisque comme je le disais, la sensibilité elle est individuelle donc certains, pendant plusieurs heures, ça va très bien se passer à l'effort. D'autres pour qui, dès le début, s'il y a des erreurs alimentaires qui ont été commises ou, une déshydratation qui est présente, tout ça, c'est aussi des facteurs de risque, vont être plus sensibles aux troubles. Donc en soi, la durée, elle est encore une fois sur du long terme, on a une moindre intensité, mais on va davantage s'alimenter. Ça va être le Mmh. le carburant sur les longs efforts. L'enjeu, c'est qu'on n'a pas le choix que de s'alimenter pour tenir l'énergie. Donc ça montre encore une fois on est plus vulnérable aux troubles digestifs sur de la longue distance, d'où l'importance de ne pas commettre des erreurs alimentaires pendant cet effort. OK, et je te pose une question un petit peu, peut-être un peu hasardeuse, mais est-ce qu'on peut avoir un très bon système digestif sur une distance courte et avoir un très mauvais système digestif sur une distance beaucoup plus longue, par exemple? Je sais pas, je me dis: «Tiens, il y en a peut-être, certains qui peuvent être, très bons et très résistants, sur de l'ultra parce que c'est long justement et à l'inverse sur du court, vu que ça va beaucoup plus bouger et que ça va être beaucoup plus intense, là le système digestif peut être mis à mal». Est-ce que c'est quelque chose que tu observes? Des différences de comportement en fonction de la durée et de l'intensité? Oui, généralement, l'intensité, effectivement, il y a le côté où l'effort, il est beaucoup plus violent pour l'organisme et avec l'adrénaline, on a aussi, des fois, une grosse perte d'appétit. On peut avoir de la nausée, des vomissements pour certains Mmh. quand on se met vraiment à mal dans l'effort. Donc effectivement, le critère, intensité, on y revient, va induire parfois des risques beaucoup plus importants que sur un train d'endurance où on va être un peu plus dans la «zone de confort» entre guillemets et Mmh. encore que sur de l'ultra on y est vraiment pas, on est plus dans de la gestion, Mmh. ce qui fait qu'on va avoir, la possibilité d'intégrer des aliments un peu plus solides, de la mastication. Sur des efforts comme une diagonale des fous ou un UTMB, on va avoir, pour certains des vrais repas complets,
pour arriver à tenir la dépense énergétique qui est juste hyper importante sur ce type d'effort. Ouais. Et du coup, comme on mange beaucoup plus, on fait beaucoup plus aussi d'erreurs où on est plus sur la crête parce que, Ouais, on est plus à l'effort est risque, long, ouais, on est beaucoup plus à risque. OK. c'est ça. Comment est-ce qu'on entraîne son système digestif? En pratiquant, le fait de s'alimenter à l'effort. Déjà, ça, c'est la 1re chose, donc de savoir si la personne, elle est habituée ou non à intégrer des glucides pendant ses entraînements, pour in fine en avoir pendant ses compétitions. Donc c'est vraiment au même titre qu'on va entraîner sa masse musculaire sur les différents entraînements, les intestins, le système digestif doit être entraîné avec l'introduction progressive. Ça, c'est vraiment important, cette notion de progressivité, de fractionnement au niveau des apports glucidiques. On va OK. pas du jour au lendemain intégrer 1 à 2 gels par heure, une boisson d'effort. On y va vraiment par étapes, step by step, avec des quantités. Au début, on peut être à 30 grammes de glucides, voir un petit peu comment on sent. 30 grammes pour le représenter, ça illustre un gel ou une boisson notre longue distance, c'est l'équivalent de 32 grammes de glucides, OK. ou une compote énergétique, et cetera. Et on va, pourquoi pas, le scinder en plusieurs prises, voir un peu comment on se sent, quelle est la réponse de l'organisme. Généralement, il y a des bénéfices d'un point de vue performance, il y a plus d'énergie, une meilleure récupération aussi derrière. Donc ça va permettre d'entraîner en fait nos intestins, notre organisme à assimiler et à absorber en fait vraiment les glucides et à en tirer tous les bénéfices sans trouble associé. OK. On l'a vu, chaque cas est individuel, chaque cas est personnel. Hem, Quelle durée, on va dire, minimale, tu peux recommander justement pour, introduire un nouvel aliment ou pour introduire une nouvelle stratégie alimentaire? Sur combien de temps, tu vois, si on peut donner une fourchette, on peut intégrer un nouvel aliment et s'adapter à une nouvelle stratégie nutritionnelle? Je pense déjà ça dépend du nombre d'entraînements qu'il y a sur, une semaine. Si la personne, voilà, elle est plutôt sur des sorties longues le week-end, bah, chaque semaine, il va y avoir l'introduction de peut-être d'un nouveau, testing de produits et d'une consommation de glucides un peu plus important. Donc là, on est plus sur, 3-4 semaines dans ce type-là, versus, une personne qui aurait des entraînements beaucoup plus réguliers. Là, déjà, dès les deux 1res semaines, on va pouvoir monter un peu en charge. C'est intéressant d'avoir un carnet d'entraînement, mais aussi un carnet alimentaire, de noter Mmh. peut-être ce qui a été fait pendant l'entraînement, qu'est-ce qui a été consommé, quelles ont été quelles observations j'en tire, quels bénéfices, j'y associe. Est-ce que oui ou non, il y a eu des troubles, et comme ça, on peut vraiment identifier les textures, les goûts, voilà, ce qui passe ou ce qui passe pas. Là, ça reste vraiment, enfin très spécifique, très individuel. Ouais, bah, tu fais bien de le rappeler, de noter. Le carnet d'entraînement, c'est, vraiment la base et très facilement, on va noter, peut-être, des choses un peu simples, son humeur et son niveau d'énergie. Mais on oublie un peu de noter les petits détails, effectivement, ce qu'on a mangé, comment Mmh. est-ce qu'on a mangé et comment ça s'est soldé au niveau de la digestion. Hem, la Comme disait ma grand-mère, «La plus longue des mémoires ne vaudra jamais, le plus petit des crayons». Donc, noter, c'est toujours hyper important. Hem Est-ce que, du coup, si on entraîne l'estomac, j'imagine on peut le reposer, il faut le récupérer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Faut faire du jeûne, tout simplement? Ou est-ce qu'il y a d'autres stratégies pour reposer un peu le système digestif? Pour, optimiser la récupération de nos intestins, alors déjà, il faut s'écouter enfin, le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment le fait de s'écouter dans le sens où, en fonction de l'intensité de l'effort, comme je le disais, on va avoir une perte d'appétit, voire des nausées, des vomissements dans certains cas. Donc vraiment d'être, attentif au fait qu'au début, on va peut-être pas manger de suite après un gros effort, et souvent on l'entend, hein, à l'arrivée, les athlètes ont pas nécessairement faim de suite. Parfois, c'est plus à J2, J3, voire même 4 jours après des gros efforts que l'organisme renvoie des signaux. Donc pourquoi pas avoir des stratégies liquides pour démarrer. Ça peut être, le smoothie, le shaker, mais vraiment être, vigilant et pas surcharger ses intestins et ce système digestif qui, je le rappelle, aura été mis, sur pause en veille pendant tout l'entraînement, tout l'effort ou toute la compétition. Mmh. Donc d'y aller progressivement, encore une fois, pour réintroduire, de façon assez légère sans surcharger, en fait. Ouais. Donc après, tu parlais du jeûne. En réalité, faut quand même être, enfin, bénéficier de cette fameuse fenêtre métabolique en post-effort. Il y a un besoin accru en protéines, en glucides pour optimiser la récupération musculaire et énergétique.
Donc, je trouve que c'est important d'en bénéficier, de pas négliger la récup qui, derrière, on va rentrer peut-être dans un schéma de fatigue, plus à risque de blessure, etc. La fenêtre métabolique, tu peux rappeler combien de temps elle dure pour nos auditeurs et nos auditrices? Oui, alors c'est encore un peu, y a pas vraiment de consensus à l'heure actuelle. On entend, enfin, à l'époque, on disait que c'était 1/2 heure à 2 heures après l'effort. Maintenant, il se pourrait qu'elle dure un peu plus longtemps et on parle même du distinguo entre si on a eu un seul entraînement sur la journée. Les études montrent que la fenêtre métabolique, ce qui importe, ça va être toutes les prises alimentaires sur le restant de la journée. Là où ça va vraiment être important, c'est si on s'entraîne en bi-quotidien, si on a un entraînement le matin, un autre l'après-midi. Là, il y a vraiment un rôle à jouer dans cette fenêtre-là. Mais voilà, faut compter entre 1/2 heure et 2 heures en moyenne. Donc après, moi, je pars du principe que si dans l'heure qui suit l'entraînement, il n'y a pas de prise alimentaire, il n'y a pas de déjeuner ou de dîner, c'est intéressant d'intégrer une collation, glucides plus protéines, comme je le disais, pour faire en sorte d'optimiser la récupération. OK, et 30 minutes, c'est parce que 30 minutes après l'effort, notre système digestif, il n'est pas encore prêt à recevoir des aliments? Oui, voilà, c'est le temps aussi que l'appétit revienne. On a l'hormone de la faim qui est la gréline, qui aura été un peu chamboulée à l'effort. On n'a pas nécessairement d'appétit pendant les entraînements, ce qui est tout à fait normal de par Ouais. l'adrénaline et toutes les hormones qui sont produites. Donc voilà, c'est le temps aussi. Et en plus, oui, OK. il y a vraiment comme je le disais, il y a moins d'irrigation sanguine pendant l'effort, donc il faut laisser le temps aussi qui est cette ischémie reperfusion. En fait, on a eu l'ischémie d'effort où on a eu une privation au niveau des intestins, entre guillemets, et derrière, ça vient reperfuser en post-effort. Donc, ça met un peu de temps. Il y a un peu de stress oxydatif qui est généré, quelques radicaux libres. Faut laisser le temps à l'organisme de s'en remettre. Là encore, en fonction du type d'effort qu'il y a eu, hein, si on est sur des basses intensités, on peut s'alimenter beaucoup plus rapidement. OK. Et c'est hyper intéressant. J'entends quand même aussi sur l'ultra, certains athlètes qui disent: «Ouais, après la course, pendant 3-4 heures, je fais une pause. Je bois que de l'eau parce que j'ai besoin, en fait, d'éliminer les lactates, d'éliminer, toute l'acidité qui a été fait», et puis ils se mettent à manger après, une fois qu'effectivement, le cœur est redescendu et que effectivement toutes les toxines sont passées dans le sang. Quid du coup, de la déshydratation? J'ai l'impression que ça peut être vraiment un facteur aggravant pour le système digestif. En quoi l'hydratation va jouer et impacter le système digestif? Mais l'hydratation, ça va être souvent, je le répète, la première action. Il faut savoir que le sang se compose à 83 d'eau. Donc, s'il y a une déshydratation, nécessairement, le volume sanguin diminue, ce qui fait que l'irrigation va être également impactée. Et déjà que les intestins passent un peu au second plan à l'effort, là, il y a un impact qui est encore plus important. Donc, il faut vraiment être vigilant sur cet apport hydrique. Ça va jouer aussi sur la fréquence cardiaque de l'athlète. Si on est déshydraté, encore une fois, le cœur va pomper beaucoup plus pour arriver à irriguer le volume sanguin qui est un peu réduit. Donc la fréquence cardiaque, si on est déshydraté, c'est un signe aussi, elle est souvent plus élevée. Donc vigilance vraiment sur l'hydratation qui est le composant numéro 1 du corps et à ne pas négliger. Petit rappel sur un semi-marathon, un marathon, tu vois, une distance qui est accessible, 2 distances qui sont à peu près accessibles à tout le monde. Quel volume tu conseilles d'hydratation sur ce type d'effort? Pendant l'effort, on va être en moyenne entre 500 et 800 ml par heure d'effort. Là encore, en fonction de la température extérieure, ça va varier. Mais encore une fois, ça s'entraîne, hein. Le fait de boire pendant un effort, c'est pas inné parce que on respire en même temps et les deux combinés, plus le fait de s'alimenter, ça peut être vraiment une difficulté et un risque encore une fois sur nos intestins. Mais en gros, voilà, faut avoir en tête ce 500 à 800. OK. Moi, je te partage cette petite stratégie, petite anecdote là, mais c'est pour le marathon pour tous. Maintenant, les bouteilles ont été interdites, voilà, dans un objectif d'éco-responsabilité, ça me semble normal, avec des verres, réutilisables, et j'ai essayé, moi, sur les 2 premiers ravitaux, de boire au verre en courant et c'est quasiment impossible, en tout cas sans avaler d'air. Enfin, c'était hyper inconfortable, donc j'étais obligé de m'arrêter, à chaque ravitaillement, donc il faudrait que je demande aux athlètes comment eux font. J'ai l'impression que
que oui, la gourde, en tout Les cas, flasques, c'est beaucoup plus c'est le plus intuitif, utilisé. oui, parce que ouais. Parce qu'effectivement, sinon, c'était pas le problème, en tout cas, de manquer d'eau, quoi. Mmh, C'était mmh, d'être mmh. capable de pas en mettre partout et en même temps de pas faire de l'aérophagie. Mmh. Donc on a vu effectivement ce qui se passait concrètement si on manquait d'hydratation, en tout cas pendant un effort, l'impact sur la digestion et sur le système digestif. Hem, il peut y avoir des tout petits symptômes. On dit souvent que à partir du moment où on a soif durant un effort, c'est que ça commence à être trop tard. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres petits symptômes ou d'autres petits signes, hem qui peuvent, devenir des réflexes pour nos auditeurs et nos auditrices, qui se disent: «Allez, tout de suite là, faut être en train de boire». D'ailleurs, si vous êtes en train d'écouter le podcast en courant ou en faisant du vélo, Pensez à heu, une gorgée. pensez à prendre une petite gorgée dès maintenant. Voilà. Oui, ben, je pense que généralement, déjà, si on a la bouche qui devient un peu sèche, ça montre qu'il y a une déshydratation qui est présente. La sensation de soif qui est déjà un signe d'alerte, hein, d'arriver à anticiper un peu ce mécanisme. J'en parlais de la fréquence cardiaque qui va souvent monter un peu dans les tours. Donc vraiment d'être vigilant et d'essayer de s'hydrater par petites gorgées toutes les 15-20 minutes idéalement Mmh. et d'anticiper en fait et que ça rentre vraiment dans la routine. Pareil pour la partie alimentaire quand on dépasse les efforts d'une heure 30. Au-delà, on va mettre en place des stratégies alimentaires, donc on va fractionner à la fois l'apport hydrique et alimentaire. OK, ouais, toujours mieux vaut prévenir, anticiper Exactement. et faire de l'hydratation, en tout cas un automatisme dont on n'a plus besoin qu'on n'a plus besoin de se rappeler, même si, effectivement avec l'effort, ça rajoute, une contrainte sur la mémoire. Hem, on met, souvent en association et des fois un petit peu en opposition le sucre et l'hydratation. Je sais que moi j'ai eu, on va dire, mes mauvaises expériences, autour de la digestion. C'était souvent peut-être, j'avais l'impression de manger trop de sucre. Heu, on sait que le sucre aussi permet, l'absorption des glucides, donc voilà, ça sert à rien de se gaver de gel si derrière on ne boit pas. Heu, qu'est-ce qui se passe concrètement si on absorbe trop de sucre, mais qu'on ne s'hydrate pas en parallèle? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'apport en glucides, au plus on consomme de glucides, au plus ce qu'on appelle la vidange gastrique, donc c'est le Ouais. temps de digestion, comme tu le disais, va être ralenti. Donc oui, on a plus d'énergie en consommant plus de glucides, mais en contrepartie, la digestion est aussi plus lente, donc il faut avoir la capacité de les tolérer, ces glucides, raison pour laquelle on y va vraiment de manière progressive. Je parlais au début des 30 grammes, ça peut même être moins, pour essayer de tendre à terme, dans un monde idéal, entre 60 à 90 grammes de glucides Mmh. par heure d'effort. La problématique, effectivement, des glucides, quand on en apporte trop, mais qu'on est déshydraté, il faut savoir que l'eau va toujours chercher à diluer en fait le milieu le plus concentré. Mmh. Donc là, pour le coup, si j'ai un apport massif en glucides, l'eau va venir donc diluer cette concentration et là, ça augmente vraiment le risque de troubles digestifs puisqu'on a un déséquilibre en fait électrolytique qui va se créer et derrière, il y a en quelque sorte un appel d'eau qui est bon, la fin de l'histoire, on la connaît, donc c'est vraiment à risque sur cette partie-là. OK. Donc d'être vigilant sur le côté fractionnement et d'entraîner encore une fois les intestins pour avoir la meilleure tolérance possible. Et au début, d'être privilégié l'hydratation, les électrolytes et également la partie glucides, mais voilà, d'être soucieux de tout ça. OK. Bon, j'entends quand même, dans ce que tu me dis, que c'est pas toujours les produits qu'il faut remettre en question, mais parfois un peu plus, l'usage qu'on en Mmh. fait et la stratégie, de mise en place, par rapport à la nutrition sportive. C'est vrai que j'entends, des fois, que ça soit, dans les pelotons de vélo, quand je vais, au bois de Vincennes ou au bois de Boulogne, rouler ou des fois, hem, quand je vais courir avec des amis, on me dit: «Oui, tel gel ou telle boisson n'est, pas fait pour moi». Mmh. J'ai l'impression en regardant des fois que c'est aussi, l'utilisation qu'on en fait qui est pas la bonne. Mmh. Hem, on a vu un peu comment s'entraîner à prendre des gels et des boissons d'effort, mais est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes que tu peux voir sur, de la part des athlètes sur leur utilisation des gels, des boissons énergétiques ou d'autres types de produits justement pendant l'effort? Bah, je pense que les erreurs qu'on peut remarquer, en tout cas que je rencontre, au quotidien, que ce soit athlète, mais même des niveaux plus amateurs, c'est le fait d'être, vraiment dans l'attente et de démarrer la prise alimentaire beaucoup trop tard et ça a été le cas sur le marathon de Paris. J'ai eu un retour d'expérience d'un sportif qui,
se sentait bien. Donc finalement, c'est peu alimenté. Et à un moment donné, il y a eu le fameux mur du marathon vers le 30-35e qui a pris coup de panique, 2-3 gels d'un coup. Là, la charge glucidique, elle est juste énorme. Donc l'absorption, elle est complètement altérée. L'organisme n'est pas en mesure de recevoir autant d'un coup, d'où l'importance de fractionner. Donc le fait qu'il y ait moins d'absorption, il y a derrière déjà moins de performance et à nouveau cet appel d'eau en fait que l'hydratation va venir donc diluer, comme je le disais, le milieu le plus concentré. Donc ça derrière, ça a généré des troubles. Puis il y a pas réellement de risque d'hyporéactionnel à l'effort. Ça, c'est un peu une idée reçue qu'on peut entendre. Mais voilà, OK. c'est le fait d'en apporter trop d'un coup. Donc Ouais. vraiment d'avoir en tête en fait la quantité de glucides que j'ai dans mon produit, de le rapporter au volume, enfin aux apports qu'on essaie de viser par heure d'effort. Là encore, c'est individuel. Certains sont à 60, d'autres montrent à 100-120 grammes par heure. Ça dépend des profils. Faut pas se comparer. Faut vraiment regarder par rapport à soi ce qu'on est capable d'endurer, quel est l'effort qui est à venir aussi. OK. Mais voilà, de pas être trop en retard, de pas en surconsommer, de négliger l'hydratation en parallèle, parce que souvent, si on prend des gels, des compotes, etc., c'est important d'avoir un apport hydrique en même temps. Mmh. Donc ça, je dirais que c'est les principales erreurs qu'on pourrait retrouver et OK. qui, derrière, se payent assez cher. Ouais. Ouais, ouais. Écouter son corps, il le faut, mais il faut aussi avoir un plan et c'est pas parce qu'on se sent bien qu'il faut pas s'alimenter. Ça doit être une obligation, effectivement. Et je le vois souvent et effectivement, on parle du mur du 30e, c'est dans les jambes, mais c'est aussi, je suis désolé de le dire, mais un peu aux toilettes que ça se remarque chez les participants. Donc faites attention à ça, c'est pas du tout agréable. Moi, je l'ai vécu, plusieurs fois. Ça met du temps, créer une stratégie, c'est pas facile. Effectivement, on se laisse emporter par l'adrénaline, par la foule, par les sensations du corps, qui vont bien et puis, aussi un peu par l'inconnu, souvent dans une préparation marathon pour les premiers, on va pas avoir l'habitude de courir 42 kilomètres donc, effectivement, on rentre dans une part, d'inconnu, de doute et le plus on a anticipé avant, le plus ça fonctionne. Complètement. Et pour préciser un petit peu ma réponse, effectivement, connaître le produit, c'est important, donc l'apport en glucides dont on va bénéficier, mais également le type de glucides qu'on retrouve dans notre produit, parce que le fructose, notamment, on le J'allais y sait, venir. est plus à risque, bon, j'anticipe, est plus à risque au niveau digestif. Donc, faire en sorte d'avoir un ratio idéalement de 2-1 entre glucose, donc 2 fois plus de glucose que de fructose. Donc, vraiment regarder un peu l'envers du produit et s'intéresser à la lecture des étiquettes, voir vraiment ce qu'on y retrouve dans le détail Mmh. et pas attendre vers des produits où on retrouve des additifs, des édulcorants, des choses très transformées, où là, pour le coup, les intestins, ils apprécient pas du tout. OK. J'allais y venir effectivement. Est-ce qu'il y a des ingrédients à danger? Donc ce que j'en retiens, c'est donc des produits si possible avec 2 fois plus de glucose que de fructose. C'est ça, un OK, ratio 2-1. On va avoir aussi souvent la maltodextrine qui va être intégrée, OK, mais pour le coup, la maltose, c'est un polymère de glucose, donc ça sera décomposé OK. sous les glucoses, versus le fructose, c'est le sucre de nos fruits et Mmh. qui a Accompagné de plein de... fibres En fait, il y aussi. a un réel bénéfice à avoir à la fois glucose et fructose parce qu'on n'a pas les mêmes récepteurs au niveau de notre organisme. Donc en réalité, on absorbe 2 fois plus d'énergie quand on intègre ces deux glucides. Ils sont vraiment pas assimilés de la même manière dans notre organisme. Par contre, voilà, on le sait, en fonction de la quantité de fructose, il y a un risque qui est associé, donc important qu'il ne soit pas trop élevé. OK. Je rentre un petit peu dans le concret. Quid des bananes? Tu vois, c'est l'ingrédient qu'on voit le plus, effectivement sur les marathons, sur les courses. Mmh. Je sais moi-même que j'ai fait beaucoup de stratégies alimentaires en me disant, tu vois, il y a quelques années, j'étais étudiant, je faisais mes premières courses. Tu sais, j'avais pas forcément le budget de mettre, tu vois, quelques euros dans, des gels ou dans mes propres boissons. Donc je me disais: «Bah, OK, qu'est-ce qu'il y a, sur les marathons?» Il y a des bananes, donc je vais en profiter. Je faisais mes stratégies alimentaires par rapport aux bananes. Hem, Ça reste, un aliment qui a, une réputation aussi de jouer pas mal sur la digestion. Ça peut être quoi le danger de tourner, qu'à des bananes? Et puis je crois qu'il y a beaucoup de fructose, hein, dans les bananes, tu vas me dire. Hem, comment faire attention et comment bien l'intégrer si on veut utiliser quand même et profiter aussi des organisations de courses?
La problématique qu'on peut avoir déjà avec la banane, c'est le fait qu'il y a une mastication qui est demandée, à contrario d'un gel ou d'une compote ou d'une boisson énergétique où finalement on a un effort digestif qui est moindre. Donc la banane, il faut déjà être en capacité de pouvoir la mâcher à l'effort et c'est pas toujours évident, que ce soit en trail, sur route, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est le côté potassium qu'elle apporte, donc en quelque sorte les électrolytes, mais on n'aura pas vraiment le sodium qu'on attend vraiment chez le sportif, qui intervient dans la contraction musculaire, qu'on va retrouver donc dans les principaux électrolytes. C'est vrai que la banane, pour le coup, en apportera presque pas, enfin, voire pas du tout. Donc c'est pour ça que sur de la longue distance, on recommande d'intervertir entre un apport sucré et un apport salé, d'avoir vraiment les deux combinaisons. Donc en soi, c'est un bon aliment pour le sportif. La banane, elle est intéressante. Les fibres sont quand même assez douces et je crois qu'on va en parler ensuite, mais voilà, pas vraiment irritantes pour le corps. Simplement, voilà, ce côté, j'ai de la mastication et je sais que chez certains athlètes, c'est juste impossible à l'effort de l'intégrer. Donc pourquoi pas des compotes à la banane éventuellement pour alterner. Mais voilà, ça passera pas chez tout le monde, faut en avoir conscience. Ok. On dit que ça constipe aussi la banane. C'est des fibres plutôt douces, effectivement. On a 2 catégories de fibres. Ouais. Donc les fibres douces sont ce qu'on appelle solubles et vont avoir tendance effectivement à ralentir le transit, versus des fibres insolubles, ce qu'on appelle donc plutôt irritantes, qu'on va classifier dans la catégorie plus irritante. Elles vont avoir tendance à accélérer un peu le transit. Après, il faut savoir que on aura peu de cas où l'aliment contient uniquement des fibres solubles ou des fibres insolubles. Généralement, on a un peu des deux. La nature, elle est quand même plutôt bien faite. Donc voilà, simplement, c'est un produit qui est très digeste, la banane, et qu'on va privilégier avant des efforts et surtout avant des compétitions, pour faire cette fameuse surcharge glucidique dont on a déjà parlé dans des autres épisodes. Le fait d'augmenter la quantité de glucides pour saturer les réserves d'énergie, le glycogène qu'on retrouve au niveau musculaire. Ok. Donc ouais, on va pas... les types de fibres, effectivement, il y en a deux, et on n'est pas obligé de faire une fixette là-dessus, parce que globalement, dans les fruits, on va les retrouver de manière à peu près équilibrée. Oui, après, si on veut prendre le moins de risques, bien sûr, on va épépiner, éplucher nos fruits, nos légumes, sous forme cuite, mixée, en purée, en soupe, en smoothie. Ça sera là encore dégradé au niveau des fibres, donc bien plus digeste. C'est vrai que sur le côté irritant, on va avoir plutôt les légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges, les crucifères, les choux, etc., qui vont être généralement plus à risque. Et encore une fois, ça dépend des tolérances digestives de chacun. Moi, j'ai des athlètes qui sont habitués à manger des lentilles avant une course. Ça leur convient, c'est leur routine. Bon, c'est pas forcément idéal d'un point de vue nutritionnel, mais chacun a ses petites routines auxquelles il est attaché. Ouais, exactement. Je pense que la partie mentale, on va y venir, est tout aussi importante. Moi, je vois de plus en plus d'athlètes qui vont couper les fibres peut-être 2 jours avant, pour se rassurer, pour être sûr qu'il y aura pas de souci. Justement, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la tête. On dit souvent que l'estomac, c'est le second cerveau. Le stress mental affecte forcément la digestion. D'ailleurs, on le dit, enfin, les personnes très stressées ou anxieuses le disent. J'ai des maux de ventre ou j'ai un nœud dans l'estomac. C'est vraiment des expressions qui sont ancrées parce qu'on les ressent. En fait, elles partent de notre vécu. Qu'est-ce que toi, tu vas peut-être recommander à des athlètes qui vont être très stressés avant une compétition, à qui on sent que les troubles du système digestif, ils viennent plus peut-être d'une certaine angoisse ou d'une anxiété. Qu'est-ce qu'on peut recommander? Comment est-ce que toi, tu peux intervenir à ce niveau-là, par exemple? Alors effectivement, si l'athlète a un niveau de stress qui est assez important, il faut savoir que le stress déjà est très consommateur d'énergie. Donc c'est intéressant de l'identifier, de le savoir et d'anticiper en amont, de bien préparer la surcharge glucidique, puisque éventuellement le jour J, il va avoir de la difficulté à s'alimenter. Donc pour le coup, de miser sur des formes plus liquides pour faire en sorte de ne pas surcharger encore une fois au niveau digestif, parce que le stress, en fait, au niveau de l'organisme, on le traduit par une augmentation du cortisol, ce qui est donc l'hormone du stress, qui va donc accélérer tout notre système nerveux sympathique et ralentir en fait la digestion. Le système nerveux sympathique, il est là pour la fuite, pour dès qu'il y a, voilà, faut être concentré, alerte. Donc la digestion, encore une fois, elle passe vraiment au second plan. Donc jouer sur des textures, encore une fois, digestes, légères et des choses qu'on maîtrise, qui passent,
auquel on est habitué à s'alimenter. J'en ai même pour qui, au départ d'une course, ils le savent, il y a entre guillemets rien qui passe en amont. Donc pour le coup, la stratégie, c'est de démarrer l'apport en glucides très tôt pendant la course, dès les premières 15-20 minutes. Comme ça, finalement, on a le carburant que l'on consomme à l'effort, les fameux glucides, qui sont apportés vraiment très tôt pendant la compétition. Et en amont, il y a eu toute cette stratégie de surcharge. Ok. Mais encore une fois, c'est du cas par cas. Comme je le disais, les formes liquides, les smoothies, ça peut être vraiment une bonne alternative. Les porridge aussi, c'est des choses très digestes. La banane, on en parlait, mais ça peut être aussi intéressant. Les compotes, d'essayer de jouer vraiment sur des choses qui pourraient passer. Et ça, en fait, on en discute ensemble au cas par cas et on essaie de trouver vraiment des stratégies, des solutions sur ce qui, oui ou non, peut passer. Ok. Et on peut travailler effectivement sur le stress, sur les raisons du stress et aussi sur les façons de faire baisser son niveau de stress. Alors, Complètement. on en parle dans une autre série sur la préparation mentale, mais le plus efficace, la respiration, cohérence cardiaque, ça c'est prouvé scientifiquement. Ça fait réduire effectivement le rythme cardiaque, ça fait baisser le stress, baisser le taux de cortisol. Donc, on le recommande fortement. J'entends de plus en plus parler, et ça a été demandé d'ailleurs par toute la communauté extraterrien, de l'impact aussi peut-être de certains médicaments en prise avant les courses pour bloquer un peu le système digestif, peut-être par les personnes un petit peu stressées. Euh, j'ai l'impression, tu vois, en parlant autour de moi, que c'est tout noir ou tout blanc. Soit ça fait des catastrophes, soit certains athlètes disent que ça les sauve de prendre certains médicaments avant. Moi, je suis assez quand même contre l'utilisation de ce type de produits. Il peut y avoir beaucoup d'effets en fait secondaires sur le cœur, sur la pression artérielle. Voilà, des choses qu'on maîtrise pas très très bien et que aussi peut-être l'industrie pharmaceutique des fois est un petit peu opaque dessus, sans vouloir, tu vois, diaboliser tout. Est-ce que il y a des choses à surtout pas faire, tu vois, sur cette partie-là, ou au contraire il y a vraiment peut-être des molécules qui sont vraiment sans risque et qui peuvent être recommandées, soit pour avant un marathon, soit avant un effort quand même assez long. Bah, pour le coup, moi, j'oriente pas du tout sur Mmh. le fait de partir sur des médicaments et miser sa Tu course me sur, rassures, merci. sur un tel produit. Au cas où il y avait un doute, je préfère établir. Mais non, non, l'idée, c'est d'identifier ce qu'il y a. Parce que chaque course est une expérience où on en tire des leçons et on apprend pour la suite. Donc, si effectivement, il y a une course où ça s'est mal passé, c'est d'arriver à trouver où est-ce que ça a bloqué, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu des désordres au niveau digestif. Moi, j'ai eu le cas d'une athlète qui avait surdosé au niveau électrolyte et effectivement, il y a eu le côté laxatif. Donc, c'est important de trouver la cause et derrière d'agir en conséquence et d'adapter en amont les différentes stratégies alimentaires et surtout en intra, tout le protocole qu'on met en place. Donc après, s'il y a vraiment un gros stress, c'est intéressant de tendre, pourquoi pas, vers un peu de magnésium, des plantes adaptogènes, ashwagandha, rhodiola, safran, pour essayer de calmer un petit peu de manière naturelle le niveau de stress. Mais je pars du principe que le point de départ, c'est l'assiette. Et avant d'intégrer tel ou tel médicament, déjà on optimise, on réduit les fibres. Il y a beaucoup de personnes, voilà, au quotidien, on prône le 5 fruits et légumes par jour. Mais ça, il faut savoir que la semaine avant un marathon, ça va être difficilement réalisable, mais ça ne va pas impacter votre santé sur cette semaine-là. Au contraire, en post-effort, on va réintroduire beaucoup de fruits, de légumes, une alimentation anti-inflammatoire, antioxydante. Mais avant la course, il faut peut-être accepter que les 3 jours avant, bah oui, on est plus sur des pâtes, du riz, des produits céréaliers raffinés, vraiment retirer les fibres et prendre le moins de risques possible, en fait. Donc, ça se prépare, que ce soit l'avant ou le pendant. Faut rien inventer de jour J, ne rien innover, rien tester. Ok. Mais effectivement, moi, je déconseille fortement la prise de médicaments où on le sait. En plus, il y a des effets, des risques d'effets secondaires et qui peuvent vraiment, pour le coup, affecter la performance. Donc, ça serait aussi dommage d'en payer les conséquences. Ouais, bon bah écoute, tu me rassures, faites vraiment attention, parlez-en à votre médecin d'ailleurs tout simplement. Ils sont souvent très au courant et ne faites pas les apprentis chimistes chez vous, c'est hyper important. On a parlé de débrief, on a parlé de retenir un peu, j'en profite, j'ai rencontré un pilote de chasse qui m'a appris une super technique pour le débrief, ça s'appelle la technique comme ça, COMSA.
Le contexte. Contexte, j'ai des troubles digestifs la veille d'une course. Objectif. La prochaine course, j'ai plus envie d'avoir de troubles digestifs. Le M, c'est la mise en place. Qu'est-ce que je mets en place pour y remédier? Bon, tiens, je vais manger que des pâtes cette semaine, la semaine avant. S, le succès après la course. Est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que je note? Et enfin, le A, les apprentissages. Effectivement, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Voilà. Comme ça, c'est hyper simple, ça marche. Utilisé par l'arnais, c'est validé. J'arrive à mon dernier gros point quand même. C'était un épisode super dense. Merci pour ça. Là, je me régale. C'est hyper concret et vraiment, je sens que rien qu'en écoutant, je progresse. J'ai des copains, tu vois, peut-être plutôt dans la sphère un peu amateur, peut-être qui sont un petit peu plus âgés que moi. Je le cache pas, mais je l'ai entendu plusieurs fois. Souvent des hommes d'ailleurs, qui peut-être avant une course, avant un marathon, vont pas chercher à optimiser les recherches glucidiques, mais ils vont plutôt faire un peu l'inverse. À savoir, essayer de réduire les glucides pour perdre 1 ou 2 kilos sur un marathon, parce que effectivement, tu vois, ça joue, hein, faut pas se le cacher. Moi qui prends pas mal de poids et qui ai pris pas mal de force, je sens quand même que sur la performance, ça joue beaucoup. On l'a vu dans les précédents épisodes, c'est pas forcément recommandé d'aller dans ce sens-là juste avant une course. Est-ce qu'il y a un risque justement à avoir des régimes un peu restrictifs, presque à jeûner, on va dire 2 semaines, 1 semaine avant un effort un peu plus long? Ah oui, complètement. Il y a un risque sur le fait qu'on prive notre organisme d'énergie. Donc déjà, on a une fatigue qui va s'installer. On a un risque de blessure qui est multiplié. Donc finalement, le ratio bénéfice-risque, il est vraiment pas intéressant de chercher à perdre du poids en amont d'un marathon qui justement va demander un gros effort énergétique à notre corps. Idéalement, on l'anticipe et on essaie d'être au poids de forme déjà bien avant la semaine qui précède le marathon. Donc c'est vrai que c'est des techniques où souvent en plus ça s'est retrouvé dans les sports à catégorie de poids. Ouais. Le last minute où voilà, on cherche à perdre vite. En réalité, on se déshydrate et on l'a vu, ça a plein de conséquences derrière sur l'organisme et derrière sur la performance aussi. Au-delà du côté santé, bien entendu, qu'on va chercher à optimiser du plus possible. Là, la perf, elle va être altérée et on risque d'en payer les conséquences. À l'époque, il y avait on parlait beaucoup du régime scandinave où on réduisait en fait du coup les glucides pour ensuite les réintroduire massivement. Et pour le coup, les études ont montré qu'il y avait un risque de troubles digestifs de par la suppression d'un côté et la réintroduction de l'autre qui était beaucoup trop importante et finalement l'organisme n'arrivait pas à gérer cet apport massif en glucides. Donc c'est pas forcément une solution d'être dans de la restriction, bien au contraire, vaut mieux avoir les bons apports contrôlés tout au long de l'année et d'être au clair sur ça. Okay. Et voilà, donc c'est vrai on peut avoir le risque de troubles en amont et surtout les études montraient aussi qu'il y avait de la fatigue associée à ce type de régime-là puisqu'on réduisait complètement les glucides sur 2-3 jours en général et un risque de blessure plus important parce qu'il y avait quand même des entraînements en parallèle. Donc c'était plutôt contre-productif. Vaut mieux faire une surcharge progressive. Et encore que la surcharge, ce qu'il faut entendre, c'est qu'il n'y a pas l'apport calorique n'est pas augmenté. C'est vraiment la répartition alimentaire dans l'apport énergétique total qui varie. Donc mes glucides, qui en temps normal représentent 40 à 55% de mon apport énergétique total, là, ils vont peut-être être de l'ordre de 70%. Donc on réduit les graisses, on réduit les fibres. Voilà, on est vraiment sur une alimentation qui est hyperglucidique. Ok. Quid des probiotiques aussi? Moi, j'en entends de plus en plus parler. Quand j'ai commencé justement à travailler avec vous, j'ai commencé à en prendre. C'est une bonne solution. Comment est-ce qu'on peut les utiliser justement pour améliorer son système digestif, pour le faire progresser? Est-ce que c'est un produit à prendre juste avant un effort? Est-ce que c'est sous forme de cure? Est-ce que tu peux nous en parler? Et je vais t'amener aussi sur la différence avec les prébiotiques. J'ai pas tout compris. Donc, ouais, que sont déjà les probiotiques?
Alors, les probiotiques, donc pour les définir, c'est les micro-organismes vivants qui composent ce fameux microbiote intestinal dont on a parlé au début de l'épisode. Les bactéries, du coup. Exactement, tous les bactéries, etc. On en compte des milliards et donc je le disais, on l'acquiert à la naissance et il évolue plus ou moins dans le temps. Et il faut savoir que le stress, la pollution, la prise de médicaments, notamment d'antibiotiques, va détériorer en fait toutes les bonnes bactéries que l'on retrouve au niveau de notre microbiote intestinal. Donc, c'est intéressant de temps en temps, effectivement, de faire des cures de probiotiques, de réensemencer en fait les bons micro-organismes pour être en symbiose avec nos intestins. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est notre deuxième cerveau en réalité. Donc, dès lors qu'il y a des désordres et des troubles, des désagréments au niveau digestif, souvent, c'est qu'il y a une petite dysbiose. On peut rencontrer, voilà, il y a un petit dysfonctionnement. Donc, ça fait sens de rétablir l'ordre et de réensemencer les bons micro-organismes. Alors, c'est difficile de savoir quelle famille il va manquer au niveau de notre microbiote, raison pour laquelle dans les cures de probiotiques, on a un spectre qui est assez large. Pour le coup, dans notre Pure Bio 2, on va retrouver 6 familles de probiotiques. Comme ça, le corps, lui, derrière, il sélectionne un peu ce qu'il lui faut pas, etc. Et c'est hyper intéressant, effectivement, pour la santé intestinale, mais aussi la santé mentale. Les stratégies, tu parlais de ceux qui se privent un peu, la gestion du poids, tout part aussi des intestins. On le voit, les études le montrent, en fonction des composants du microbiote, il y a un poids de forme qui est associé. Donc, c'est vrai que moi, je recommande des cures de probiotiques, même pour l'immunité. Là, on est en plein dans le thème. C'est l'intestin, ça représente 70% de notre immunité. Donc, pas hésiter sur des cures de 2 mois, idéalement, voire 3, si ça fait suite à un épisode infectieux et qu'il y a eu effectivement une prise d'antibiotiques qui a causé quand même pas mal de dégâts au niveau intestinal. Après, avant même de partir sur la cure de probiotiques, ce que je recommande, c'est en première intention de tendre vers la glutamine. C'est un acide aminé qui a une action vraiment cicatrisante pour la muqueuse intestinale, qui va permettre en fait de faire peau neuve, police au niveau de nos intestins, pour ensuite, en deuxième intention, réensemencer ces fameux bons micro-organismes que sont les probiotiques. Et pour répondre à ta question, donc le distinguo probiotique, c'est vraiment les bactéries, les micro-organismes vivants que l'on retrouve au niveau intestinal. Et les prébiotiques, c'est ni plus ni moins que la nourriture de nos probiotiques. Donc, c'est en quelque sorte les fibres que l'on retrouve dans notre alimentation. On en a parlé dans les produits plutôt complets, les oléagineux, les légumineuses, etc. Et c'est ce qui va permettre de nourrir les bons micro-organismes qu'on aura ensemencés au niveau intestinal et microbiote. Ok. Je te pose une dernière question sur le sujet. J'ai peut-être un peu ça vient de ma croyance et de ma pratique. J'ai souvent tendance, moi, à mettre les cures de probiotiques après une compétition où je vais peut-être arrêter ma prise de minéraux, multivitamines, magnésium, créatine aussi, où je vais arrêter parce que je vais me dire, ok, c'est bon, là, j'ai chargé en entraînement, donc là, je redescends. Et à ce moment-là, je vais arrêter tous les minéraux et je vais passer plutôt sur une cure de probiotiques pour reconstruire. Est-ce que c'est le bon moment, justement, pour le faire, la période un petit peu de creux, ou est-ce que c'est, plutôt après les fêtes, tu vois? Est-ce qu'il y a des moments dans l'année par rapport, on va dire, au cycle des sportifs et des sportives? Alors, il y en a qui ont des compétitions tout le temps et effectivement, faut quand même réussir à le caler. Est-ce que tu as des recommandations par rapport à ça? Effectivement, je pense que la période fête, etc., où on est plus à risque niveau digestion, il y a quand même un peu de surcharge. Ça peut être intéressant de l'anticiper, mais surtout le focus sur l'immunité, comme je le disais. Je pense que sur la période de automne-hiver, on a quand même un risque d'un point de vue immunitaire. Donc, de mettre en place une cure de probiotiques, en parallèle de la vitamine D notamment pour optimiser vraiment notre système immunitaire. Ça, c'est une bonne chose. Après, d'avoir un temps d'avance, là, tu parlais plutôt du post-effort. Moi, je serais d'avis de l'intégrer si, admettons, il y a une grosse échéance, un marathon, etc., où on sait qu'il va y avoir un gros impact au niveau des intestins. On observe même des micro-saignements intestinaux, en fait, après des efforts de longue durée et d'endurance. Donc, ça montre vraiment l'impact qu'il peut y avoir sur nos intestins. Et ça, en fait, ça augmente le risque de perméabilité, de porosité intestinale, associé donc à des troubles digestifs plus fréquents, plus marqués. Donc, c'est intéressant de préparer les intestins à ces compétitions-là, avec, comme je le disais, la glutamine en première intention. Justement, on retrouve une imperméabilité intestinale. On réensemence les bons micro-organismes avec les probiotiques.
Et ensuite, du coup, on peut tendre à faire sa compétition dans les meilleures conditions possibles. C'est intéressant, effectivement, en amont. Et pour le coup, de le garder aussi après, au vu du trauma qu'il y a eu pendant, tous les chocs, en fait, toutes les ondes de choc qu'on a sur le sol, ça se répercute sur nos intestins. Donc, ça montre vraiment l'incidence, l'impact qu'il peut y avoir. Donc, ça fait sens aussi de l'introduire. Après, encore une fois, c'est au cas par cas. S'il y a des personnes plus sensibles que d'autres, il y aura peut-être des cures plus fréquentes, mais c'est bien de garder un format de cure. À jeun le matin, généralement, c'est deux gélules. Mais voilà, de pas être forcément, c'est pas à l'année les probiotiques, on marque quand même un petit temps d'arrêt. Ok. Et la glutamine, c'est plutôt en post-effort, du coup, que tu le recommandes, vu que c'est un acide aminé? Complètement, c'est l'acide aminé le plus présent au niveau musculaire, donc hyper intéressant pour la récupération musculaire et surtout pour tous ses bénéfices au niveau intestinal, comme on l'a dit. Donc, c'est en poudre pour le coup et on le prend plutôt après les entraînements, effectivement. Bon, bah écoute, génial. Merci pour tous ces conseils hyper pratiques. Là, franchement, j'espère que vous avez pris des notes parce que il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. En tout cas, pour moi, beaucoup d'apprentissage que je peux en faire et que je vois sur lesquels je peux m'améliorer. Merci en tout cas pour tous ces conseils. Pour les auditrices et les auditeurs qui sont intéressés à aller plus loin, on vous met le lien du site NutriPure et de leur blog aussi où il y a plein de ressources vraiment qui valent de l'or, qui sont super bien écrites. C'est un blog, moi, sur lequel moi j'adore aller me documenter, me balader, donc surtout n'hésitez pas. Et puis nous on se retrouve dans un mois pour un prochain épisode. Avec plaisir, merci à toi. Salut Marie. Ciao.